Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Épisode 82, c'est toujours l'été. Mademoiselle, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve comme toujours avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Alors, deuxième épisode de la série d'été que nous avons ouvert l'épisode précédent, où nous allons parler de ces repas d'été que nous faisons au barbecue, manger dehors, pique-nique, recettes légères. Tu nous as donné un avant-goût de l'épisode précédent, donc je vous demande d'aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler ? Eh bien, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu paradoxal. En effet, d'un produit, et puis nous verrons une petite recette, bien sûr, pour agrémenter le produit. Un produit qu'on associe généralement au printemps et à l'été, alors qu'en principe, sa culture est une culture d'hiver. C'est assez curieux, ça. Hein. De quoi ça et en fait, j'ai envie de vous parler du cresson de fontaine. Ah, le cresson de fontaine, Alors, oui. Le cresson de fontaine, eh bien, en fait, on peut le considérer à la fois comme un légume, comme une salade, et même comme un condiment, finalement. Hein. Pourquoi ? Eh bien parce que il a un goût tellement puissant, tellement fort, qu'il va donc généralement déterminer le plat auquel il est associé. Dans d'autres cas, par exemple, je vais prendre un exemple, le céleri, on fera rarement un potage, par exemple, au céleri. Ça existe évidemment, mais le céleri va entrer dans les potages verts, on va le voir aujourd'hui. Il va entrer dans les potages, par exemple, à la tomate, et de manière parcimonieuse. Le cresson, lui, lorsqu'on décide de faire une salade, ce sera une salade de cresson. Lorsqu'on décide de faire un potage, ce sera un potage au cresson. Mais je vais vous expliquer quelques petits trucs. Et puis, comme ça tombe bien qu'on est en été, on en trouve quand même tout l'été. Hein, même si sa présence, normalement, est plutôt une présence de légumes d'hiver, on le trouve, je dirais, tout l'été parce que maintenant, on s'arrange pour qu'il pousse aussi bien à des périodes, je dirais, propices qu'à des périodes qui le sont moins. Tiens, le cresson, ça appartient à quel genre de famille de végétales ? Eh bien justement, c'est un petit peu bizarre, mais ça appartient à la famille des choux, donc des brassicacées, ce qui est un petit peu, pour pas dire étonnant, mais on peut s'en douter. Pourquoi ? Parce que le cresson a un goût très puissant, très fort, qui est dû au soufre qu'il contient, on en reparlera. Et on retrouve également ce soufre dans les choux, c'est ce qui donne aux choux et aux cuissons surtout des choux cette odeur particulière un petit peu piquante comme ça. Hein. Donc c'est la même famille. Si ce n'est que le cresson, eh bien il y en a 3 variétés. Il y a le cresson de fontaine qui est le plus connu, c'est celui qu'on achète en botte sur les marchés. Il y a également le cresson de pleine terre qui lui pousse hors eau. Et il y a également le cresson à l'énois ou la cressonnette. Alors la cressonnette, la fameuse cressonnette qu'on nous faisait pousser quand on était à l'école. Oui. Quand on était à l'école. Hein. Donc c'est une petite herbe qui pousse à partir de graines que l'on va étendre sur un substrat humidifié, généralement un substrat en cellulose ou bien de l'ouate qu'on a disons arrosé, et puis on met les graines dessus puis ça germe. Et alors moi je n'aime pas trop le cresson, la cressonnette, le cresson à l'énois. Pourquoi ? Parce que on nous en a fait manger à toutes les sauces. Il a été très connu dans les années 60, 70, encore 80. Vous alliez manger dans un service, vous preniez une pièce de viande grillée, un steak, eh bien vous aviez automatiquement un bout de tomate et dessus une grosse pincée de cresson à l'énois, hein, avec ses petites pousses vertes et ses graines noires qui étaient en dessous. Oui. C'est un petit peu piquant, c'est un petit peu comme ça, poivré, pointu. Et alors il y en avait tout le temps. Heureusement maintenant, on a remplacé ce cresson à l'énois par des petites herbes de toutes sortes qui sont venues, entre autres du Japon, des germes de toutes sortes de choses aussi, hein, des germes d'asperges, de petits pois, de poireaux, de luzerne, enfin, bon, on peut en dire beaucoup de choses aussi, mais enfin, on a quitté ce cresson à l'énois qui était là, disons, le seul représentant et le seul petit accompagnement qu'on mettait avec les viandes grillées. Alors le cresson de fontaine, c'est une plante extrêmement intéressante. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter à ce sujet-là. Ah oui ? Oui. Donc, il y a déjà très très longtemps de cela, je ne dirai pas en quelle année, je suis sorti de l'école. Et puis, la première maison où j'ai travaillé en cuisine, j'ai d'abord travaillé en salle et puis je travaillais en cuisine. C'est une maison, je vais vous dire honnêtement, que j'ai quittée après peu de temps. Hein. Je ne suis resté que quelques mois parce que j'y aurais appris, ou plutôt j'y aurais désappris tout ce que j'avais appris à l'école. Et ce qu'on y faisait ne me plaisait pas. D'abord, bon, l'ambiance n'était pas géniale, mais en plus, c'était pas tip-top au niveau de ce qu'on pouvait apprendre. Alors, nous voilà arrivés au réveillon de Noël
Et là, je faisais le réveillon de Noël en cuisine, où j'assistais, disons, la patronne, et je faisais le réveillon de salle pour le Nouvel An. Au menu de Noël, il y avait du velouté au cresson. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'on mettrait à Noël, mais enfin voilà, c'est pas moi qui avais fait le menu, c'était comme ça. Donc je dis à la patronne, parce que j'étais en fait le cuisinier, mais c'était quand même elle qui était, disons, la cuisinière en titre. Je lui dis, ben voilà, si vous voulez, je vais vous faire le bon de commande pour le potage au cresson pour le jour du réveillon. Ah ben il n'y a pas de problème, hein, qu'elle me dit. Jacques, donc c'était son mari, qui lui était, disons, un petit peu le gérant, ira le chercher dans le ruisseau. Bon, je ne vous dis pas le nom du ruisseau. Il se fait que c'était le restaurant était sur une hauteur, et alors 150 mètres plus bas, il y avait un ruisseau, qui est un ruisseau aux eaux réputé claires, bien entendu, et dans lequel poussait du cresson sauvage. Mais je dis attention, je dis le cresson, il faut quand même que ce soit du cresson de culture. Non, on est habitué, on sait ce que c'est, on va aller chercher le cresson dans la rivière. Bon. Donc son mari s'en va avec un ciré, des bottes et des bassines, et puis il va qu'il remonte des bassines de cresson. Moi, j'avais jamais vu ça, évidemment. Hein. On est habitué à voir du cresson en belles petites bottes bien vertes avec des petites queues de 15 cm. Et là, il me ramène des espèces de lianes, parce qu'en fait, le cresson, on pourrait assimiler le cresson à une liane qui vivrait dans l'eau. Hein. Vous avez le cresson qui pousse évidemment dans des eaux réputées propres, dans des eaux réputées pures, ça c'est évident. Mais quand on ne le coupe pas directement après avoir germé, ben il s'étend et il forme des pousses qui ont 2 mètres, 3 mètres de long. Alors ces pousses, elles sont extrêmement ligneuses, extrêmement filandreuses. Elles ont à peu près un diamètre de la taille d'un doigt. Hein. Ce ne sont pas des petites tigettes comme ça de quelques millimètres. Vous avez des nœuds tous les 15-20 centimètres sur lesquels poussent de petites feuilles et puis des petites racines qui sont là. Et puis vous avez la plante comme ça qui vous fait une longueur terrible. Donc il m'avait ramené des espèces de lianes enroulées comme ça pour que ça tienne moins de place dans une bassine, hein, avec de l'eau un petit peu dans le fond. Et démerde-toi avec ça. Ah, démerde-toi avec ça. Bien sûr, dans du potage au cresson, qu'est-ce qu'on met? On met également du poireau, on met de l'oignon, on met du céleri, mais ça, c'était le cresson. Et je dis, vous allez acheter quand même du cresson. Ah non, il n'en est pas question, parce que c'était des gens qui étaient, je dirais, particulièrement regardants au prix de revient. Ils étaient près de leur sous. Oui, mais prêts à servir des choses qui n'étaient pas toujours catholiques, comme on dit, voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc, me voilà avec mon cresson. Donc, j'ai mis de l'eau dans les grands éviers. J'ai mis du sel dans l'eau. Hein, j'ai pris le cresson qui était boueux, parce qu'attention, le ruisseau était peut-être clair, mais enfin, à avoir été remué comme ça avec des bottes dans la vase, ben, c'était de l'eau sale et le cresson était, je dirais, sali par de la boue. Donc j'ai dû laver le cresson un nombre de fois, je dirais, indescriptible. Il y avait des bébêtes qui s'échappaient en permanence. Alors je ne sais pas si c'était des douves, mais en tout cas c'était des espèces de petits insectes comme ça qui vivaient dans l'eau, des petits crustacés. Bon, je l'ai lavé, je l'ai relavé, je l'ai relavé. Et puis après, ben, je l'ai taillé, évidemment, parce qu'il y avait quasiment pas de feuilles, donc c'était quasiment que de la tige. Je l'ai émincé le plus finement possible, et j'ai réalisé mon potage avec ça. Alors je ne dis pas que le potage n'était pas bon, ou qu'il n'avait pas de goût, je dis simplement que c'est une chose à ne faire sous aucun prétexte. Pourquoi? Parce que le cresson est un hôte, je dirais, de la douve du foie de Chine. Alors, la douve du foie, il y en a plusieurs des douves, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas rigolo du tout. Allez voir les photos sur Internet, vous vous rendrez compte de ce que c'est. C'est un parasite qui passe dans l'homme, ou chez l'homme plutôt, de manière, je dirais, accidentelle, parce que ce n'est pas normalement l'homme qui est son hôte, ce sont les herbivores. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des prés qui sont parfois marécageux, et dans les prés marécageux, qu'est-ce qu'on met? On met souvent des moutons. Alors les moutons, ben, ça va brouter l'herbe, ça va brouter le cresson sauvage. Le parasite qui est dessus va s'installer dans le système digestif de l'animal. Allez voir un foie infecté, c'est extraordinaire. Vous avez comme ça les larves de douve qui se multiplient dans les conduits et dans des trous qu'elles font dans le foie. La douve n'hésite pas, je dirais, à gagner d'autres parties de l'organisme. Et puis après, elle repasse au niveau de l'intestin où elle est évacuée, elle va de nouveau, quand c'est le cas du mouton ou de l'agneau, elle va de nouveau sur le pré, et là, ben, de nouveau, elle se remultiplie en infectant les herbes et le cresson, dans ce cas-ci, qui s'y trouve. Et puis, c'est un autre mouton qui mange de nouveau le cresson et qui s'infecte. Donc, on ne peut pas, on ne doit pas, en tout cas, récolter soi-même du cresson dans une prairie sous prétexte qu'on trouve qu'il y a du cresson qui pousse là, hein, et qui ne coûterait rien du tout. Mais même s'il est cuit. Alors, bon, on peut toujours dire qu'on va le cuire, qu'on va le mixer, mais on mange aussi le cresson en salade, faut quand même pas l'oublier non plus. Alors, il faut aussi savoir que dans un potage au cresson, un velouté, une crème de cresson, peu importe,
on met aussi le cresson tout à la fin. Je ne parle pas des tiges, je parle des feuilles. Et on mixe à la fin sans faire de cuisson. Pourquoi? Pour que le potage ait un goût, disons, de cresson frais et aussi surtout une belle couleur. Donc, il ne serait pas impossible d'imaginer que certaines larves puissent survivre et puissent éventuellement infecter. Donc, on ne va jamais... C'est un petit peu comme les coquillages et les crustacés que les enfants ramassent le long des plages à la mer. Hein. Ils vont aller chercher des moules sauvages sur un rocher en oubliant qu'il y a à 5 mètres, à 10 mètres ou à 20 mètres la sortie des égouts. Bon, c'est de moins en moins le cas maintenant parce que la loi l'interdit et qu'on a fait des stations d'épuration. Mais à une époque, on mettait les conduites d'égout arrivaient en mer et on aimait autant faire de la pêche en amateur juste à côté, quoi. Donc le cresson, on achète le cresson. Il n'y a pas de problème, ça ne coûte quand même pas très très cher, on achète le cresson. Alors c'est un légume qui est extrêmement intéressant parce qu'il contient toute une série de choses, je dirais, bénéfiques. Alors qu'est-ce qu'on trouve essentiellement dans le cresson? On trouve plein d'oligominéraux et de vitamines. Hein. Donc on trouve de la vitamine C, pas mal, hein, 60 mg au 100 g. C'est approchant par exemple de la quantité de vitamine C qu'on trouve dans quelque chose comme le citron ou les agrumes en général. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Il y a de la provitamine A, hein, il y a de la vitamine du groupe B, il y en a pas mal, il y a de la vitamine E, de la vitamine K. C'est au niveau des oligo-éléments et des métaux que l'on va trouver des choses intéressantes dans le cresson. Vous avez le potassium qui est le plus grand des représentants de ce groupe. Il y a plus de 300 mg au 100 g dans le cresson. Vous avez ensuite le calcium et alors surtout le soufre. Alors on trouve également du soufre en grande quantité puisqu'il y en a 130 mg pour 100 g de cresson. Et c'est le soufre qui va donner ce goût piquant, ce goût pointu que l'on retrouve dans le cresson et qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui est quand même intéressant. Et alors, ce qui, je dirais, nous rappelle le fait qu'il y ait du soufre là-dedans, je vais vous l'expliquer, c'est que pendant l'Antiquité, le cresson était réputé chez les Romains pour refaire pousser les cheveux. Or, les produits qui font pousser les cheveux contiennent du soufre. Donc, c'est un petit peu anecdotique, mais il n'y a pas forcément d'incompatibilité entre la croyance populaire et la composition même du cresson. Alors, le cresson, il était déjà très connu hein, dans l'Antiquité. Certains lui donnaient des propriétés, je dirais, un petit peu magiques. On pouvait le consommer également quasiment en tant qu'aliment avec simplement du pain et de l'eau. C'est ce que je trouve ici dans des, comment dirais-je moi, sur un site. Au Moyen-Âge, le cresson était également cultivé. Pourquoi? Parce que les moines pratiquaient toute une série de cultures de plantes qu'on appelait des simples, et les moines s'installaient très souvent dans le fond des vallées. Bon, à l'époque, les eaux étaient beaucoup plus propres que maintenant, donc ils avaient à la fois le ruisseau, ils avaient les terrains, et les terrains marécageux sur lesquels ils s'établissaient généralement étaient des cressonnières naturelles qu'ils ont bien entendu améliorées. Hein. Et alors le cresson est resté extrêmement populaire, et vous qui habitez en Angleterre, vous le savez, on retrouve le cresson dans toute une série de plats en accompagnement des viandes, et lors du fameux Tea Time. Oui, mais on l'a vu dans l'épisode sur Titanic. Dans l'épisode sur les menus du Titanic, il servait effectivement du cresson au petit déjeuner, au dîner, au souper. Exactement. Au déjeuner. Oui, et le Tea Time, effectivement, il y a des sandwichs. Il y a le canapé avec les œufs mayonnaise au cresson. Voilà, hein. Oui, mais le sandwich œufs mayonnaise cresson est un sandwich classique qu'on trouve dans tous les magasins qui vendent des sandwichs en Angleterre. C'est un grand classique. Et c'est souvent la première option qui est offerte pour les végétariens. Lorsqu'on commande des plateaux de sandwich dans les entreprises, il y a toujours un plateau pour les végétariens. Et l'œuf, cresson mayonnaise est le grand classique là-dedans, oui. Moi, j'aime beaucoup parce que le cresson a un goût piquant comme ça. C'est plutôt la cressonnette qu'ils utilisent pour ça. Hein. Oui, mais normalement, à l'origine, on doit utiliser le véritable cresson de fontaine. Maintenant, on le remplace peut-être parfois par de la cressonnette pour des raisons de facilité. Pourquoi? Parce que la cressonnette dans le commerce, on la trouve dans les petits raviers avec de substrat humide. Donc, elle va se garder relativement bien au réfrigérateur. Le cresson, quand on l'achète, il faudrait l'utiliser idéalement dans les 24 heures. Hein. Et c'est pour ça qu'on remplace parfois le véritable cresson par de la cressonnette. Alors maintenant, nous allons voir une petite recette à base de cresson et qui va vous surprendre, je pense. Alors la recette, c'est pas de moi, je rassure tout le monde. Hein. Elle date déjà d'il y a quelques années. Je l'avais trouvée dans une collection de livres édités par Time Life. Et il y avait un numéro consacré uniquement au potage. Il y avait toute une série de potages spéciaux. Et c'était au moment où j'étais encore dans l'enseignement, c'est il y a plus que 20 ans. Hein. Il fallait trouver des potages spéciaux pour expliquer aux élèves qu'il n'y avait pas que les potages chauds habituels, il y avait également des potages froids.
Et il y a un potage assez original que j'avais fait à l'époque et qui était diversement apprécié, surtout par mes collègues, et qui était un potage à la poire et au cresson. Et là, j'ai vraiment envie de vous faire partager cette recette-là. Pourquoi ? Parce qu'on peut l'utiliser aussi bien comme potage, donc à la limite comme potage et comme entrée, mais on peut aussi l'utiliser comme dégustation lors de l'apéritif pour changer un petit peu des éternels chips, cacahuètes et compagnie. Là, à ce moment-là, vous réalisez le potage, vous faites ça, je dirais en quantité raisonnable en fonction de vos invités, et vous les mettez dans des petites verrines ou dans des petites tasses en verre, maximum, je dirais, 1 décilitre par personne, c'est ce qui convient. Ça se sert chaud alors, ou froid? Non, ça se sert froid, ça se sert glacé. Voilà. Donc je vais vous donner la recette glacée. Et alors ce qui tombe bien, c'est que je l'ai recommencé ici pour vérifier ce que ça donnait, parce que j'ai acheté un appareil extraordinaire qui est un blender, mais d'une grande marque très connue et très puissant. Donc il faut, disons, idéalement un blender pour le réaliser. Maintenant, si vous n'avez pas de blender, vous le faites avec votre mixeur plongeant traditionnel. La seule chose, c'est que vous devrez le laisser tourner suffisamment longtemps d'une part, et d'autre part, je vous conseillerais pour enlever les fibres qui pourraient rester, c'est de le passer au chinois. Ah oui. Alors c'est un potage qu'il faut faire soit au dernier moment avec des produits bien froids et de l'eau glacée, soit éventuellement, et je vais vous donner l'indication, vous remplacez la moitié de l'eau par des glaçons ou de la glace pilée. Ça va ? Ok. Alors, bon, moi je vais vous donner la recette pour un nombre de couverts limité, mais vous pouvez bien sûr multiplier ou diminuer. Pour une botte de cresson, une belle botte de cresson de fontaine, vous aurez besoin de 3 poires. Alors des poires desquelles ne prenez pas des toutes grosses poires, ou alors vous n'en mettez que 2. Hein. Donc ici c'était des poires avec, disons, la taille d'un poing d'enfant à peu près. Donc si vos poires sont plus grosses, ben, vous en mettez moins. Alors quelle variété de poires ? On peut prendre une poire très sucrée. Moi, j'ai pris une poire qui l'était nettement moins. J'ai pris une poire qui était à chair ferme. Donc, elle a donné de l'onctuosité au potage plutôt que du jus. Et ça, c'est intéressant. Il faut qu'elle soit bien mûre, en tout cas. Ah, il faut qu'elle soit mûre. Mais si elle ne l'est pas trop, ce n'est pas encore trop grave. Mais l'idéal, c'est qu'elle soit mûre, évidemment. Il faut un petit peu de sucre quand même, c'est quand même meilleur. Hein. Oui. Si c'est une poire qui est trop croquante, là, par contre, c'était en fait une poire d'entre-deux. Elle n'était pas trop juteuse, donc vous saviez la peler sans que le jus ne vous envahisse les poignets. Et d'autre part, ce n'était pas une poire qui était dure au point de devoir nécessiter d'être cuite. Hein. Donc c'était vraiment une poire d'entre-deux. Alors, prenez une poire à peau lisse de préférence, parce que vous pouvez garder la peau. Alors, je rappelle ce que l'on a déjà dit dans d'autres épisodes, de manière efficace d'enlever les pesticides et autres agents indésirables qui sont dans la peau des fruits. Vous prenez 1 litre d'eau, vous mettez une bonne cuillère à café bien bombée de bicarbonate de soude, vous dissolvez la poudre dans l'eau, vous immergez vos fruits, vous les y laissez 1 quart d'heure. En principe, après le quart d'heure, 99% des pesticides sont partis. Donc, vous pouvez à ce moment-là utiliser la peau. Vous épépinez les poires, vous les coupez en 4, vous enlevez la tige, vous enlevez les pépins, vous avez vos quartiers, il ne faut pas couper plus petit, ce n'est pas nécessaire. Dans le blender, vous mettez vos poires, vous mettez votre cresson. Le cresson, quand on a un bon blender, il n'est pas nécessaire de l'émincer, ni quoi que ce soit, ni même de l'effeuiller. Vous mettez la botte entière, bien entendu, lavée soigneusement. Vous mettez 3 cubes de bouillon de volaille, donc en pâte, les petits cubes qu'il faut. 3 cubes, oui. C'est beaucoup, non? Ben, c'est-à-dire que le résultat est relativement corsé, relativement salé. Moi, je l'avais fait avec 2 cubes et demi, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait en rajouter. Il suffit de simplement de ne pas mettre de sel après. Mais ça, vous goûterez. Hein. Donc, vous mettez 3 cubes, et alors il vous faut l'équivalent d'1 demi-litre de liquide, de l'eau évidemment en l'occurrence. Si maintenant vous avez réalisé un bouillon de volaille maison, et qu'il est froid, qu'il est glacé, que vous l'avez gardé au frigo, vous mettez à ce moment-là le bouillon de volaille à la place de l'eau, et vous mettez 1 cube au lieu d'en mettre 3. Hein. Ça, c'est tout simplement une question de bon sens. Alors, ben, vous mixez, partez en vitesse lente au départ, pourquoi sinon vous allez avoir tout qui va monter au plafond. Vous mettez en première vitesse, et puis vous augmentez la vitesse et vous laissez tourner pendant, disons, 2-3 minutes, de manière à avoir le résultat le plus lisse possible. À ce moment-là, vous retirez le couvercle, vous vérifiez la consistance. En principe, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement velouté, une crème, je dirais, bien nappante, à mi-chemin entre, je dirais, allez, un peu consistance crème anglaise comme ça. Là, il va falloir vous rectifier un petit peu l'assaisonnement. Alors, qu'est-ce que vous devez rajouter? Moi, je vais vous dire ce que j'ai mis. J'ai mis un petit peu de vinaigre. Alors, vous prenez, le vinaigre que vous avez. L'idéal, c'est un vinaigre de type vinaigre de cidre, par exemple. Éventuellement du jus de citron, si vous n'avez pas de vinaigre et que vous voulez rester dans un goût un petit peu plus, je dirais, plus frais.
et j'ai remis malgré tout un tout petit peu de sel et un tout petit peu de poivre, mais ça vous devez vraiment goûter et c'est au cas par cas. Toutes les variétés de cresson ne sont pas piquantes de la même manière, hein. Ça c'est une chose. Et puis le fait que la poire soit sucrée ou moins sucrée ou très sucrée va aussi un petit peu influencer la quantité de vinaigre que vous devrez mettre et la quantité de sel que vous devrez mettre. Ça vous devez, disons, faire un petit peu confiance à votre goût. Alors si vous voulez que le potage soit, disons, utilisable tout de suite et bien glacé, au lieu de mettre 1 demi-litre d'eau, vous mettez 250 grammes de glace ou de glace pilée et vous mettez 2 décilitres et demi d'eau, ça reviendra exactement au même. Ça, c'est la base. Dans ce cas-là, tu le cuis pas? On ne le cuit pas, donc on le consomme tout à fait froid. Alors, si vous le réalisez, parce que j'en ai fait et j'en ai mangé le lendemain, donc ce que vous pouvez faire si vous souhaitez le réaliser à l'avance et le garder un petit peu, c'est le mettre dans une boîte de type Tupperware, le mettre au réfrigérateur, mais je ne vous conseille pas de l'utiliser plus de 24 heures après avoir été réalisé. Pourquoi ? Parce que comme le potage n'a pas été cuit, il risque de fermenter tout simplement. Il y a des sucres, ça peut fermenter. Ne le gardez pas évidemment en plein été dehors, hors réfrigérateur pendant des heures, hein. À servir bien froid. De toute façon, vous pouvez mettre un petit peu de lait condensé en garniture ou un petit peu de crème non battue, tout simplement, un petit filet. Et ce que vous pouvez également mettre en garniture, c'est par bol ou par tasse ou par petite verrine. Vous mettez 1 ou 2 feuilles de cresson. Alors vous verrez le cresson. Généralement, il y a moyen d'arracher avec les ongles, de couper avec les ongles. Si vous avez 10 personnes, 10 petits bouts de tige comme ça, avec 3 petites feuilles en garniture. Et vous pouvez également réaliser une toute petite brunoise, c'est-à-dire des tout petits dés de poire que vous allez simplement citronner légèrement ou éventuellement vinaigrer, et vous mettez une petite cuillerée, disons une demi-cuillère à café de ces petites poires en tout fin dés, donc des dés qui font 4-5 mm de côté, pas plus, hein. Et vous mettez ça donc au-dessus en garniture, et vous verrez, vos invités vont être surpris parce que c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas très couramment. Et pourquoi tu appelles ça potage si c'est pas cuit? Ou soupe? Parce que l'extension de soupe ne se porte pas qu'uniquement au potage salé et cuit. Il y a des soupes froides. Maintenant, on appelle même soupe des desserts, par exemple. C'est aussi quelque chose qui se pratique l'été. Ce sont les soupes froides qui sont réalisées à base de vin, dans lesquelles on met toute une série de fruits à macérer, coupés extrêmement menus, et on ajoute une boule de sorbet également aux fruits du style fraises, framboises, citron, sorbet au gewürztraminer, etc. Et on sert ce genre de dessert dans un bol tête de lion. Donc vous voyez que tu veux dire que le potage n'est pas... La sangria pourrait être considérée quasiment comme une soupe. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, bon, oui. En réalité, c'est un cocktail, la sangria, hein. Oui. Parce que c'est plus un cocktail qu'une soupe, hein. Mais les appellations en cuisine ont un petit peu glissé de leur signification d'origine, hein, et on appelle soupe généralement quelque chose qui est liquide, dans laquelle se trouvent d'autres choses, hein. Alors ici, on pourrait très bien appeler ça velouté froid au cresson et à la poire, hein. Ou alors, il y en a on pourrait aussi appeler ça smoothie. Ah, ce n'est pas vraiment un smoothie, non. Pourquoi pas? C'est pas vraiment... parce que ça n'en a pas comment dirais-je moi, ça n'en a pas vraiment l'aspect. Et ça a quelle couleur alors? Alors dans ce cas-ci, c'était vert. Vert. Ok, bon, je vais essayer de faire la recette puisqu'elle est relativement simple. Et puis si j'arrive à oui, la faire, très simple. Je mettrai une photo sur le site. Et puis si vous faites vous-même la recette, n'hésitez pas à nous soumettre vos photos. Mais alors surtout, n'oubliez pas, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être très banal, mais qui peut être aussi très bien fait. Et alors, le fait de le faire bien, c'est qu'il soit très lisse, hein. Il ne faut pas qu'il y ait des fibres dedans, hein. C'est le plus lisse possible d'une part, et d'autre part c'est l'assaisonnement. Il faut que ce soit relevé, et vous devez faire varier votre assaisonnement, l'intensité de votre assaisonnement en fonction de la quantité qui est dégustée. Je m'explique. Imaginons que vous serviez 2,5 décilitres par personne. Vous devrez avoir moins assaisonné que si vous n'en servez qu'un décilitre, et encore moins que si vous n'en servez qu'un demi-décilitre en dégustation. Ça, c'est une règle. Plus on consomme un aliment, je dirais, identique, moins on doit assaisonner si la quantité augmente. Ah oui, ok, c'est tout? C'est tout pour aujourd'hui. Okay. Donc, non, je disais, soumettez-nous vos photos parce que justement, suite à l'épisode qu'on a fait sur la cuisine sous vide, on a Jessica qui nous a envoyé un commentaire. Et Guy, tu voulais en parler? Eh bien, je dirais à Jessica, parce que je suis certain qu'elle nous écoute maintenant, que sa cuisson de viande est parfaite. En tout cas, d'après la photo qu'elle nous a envoyée, elle a une viande qu'elle a cuite sous vide et elle a la cuisson parfaite qu'on doit réaliser en sous vide, donc coloration à l'extérieur et puis une uniformité totale
je dirais dans une viande qui m'a l'air d'être, je dirais, saignante à première vue comme ça, une uniformité totale au niveau de la cuisson de la viande, depuis, je dirais, la croûte extérieure, supérieure, jusqu'à la croûte inférieure. Il y a vraiment une cuisson parfaite. Voilà. Et je félicite Jessica. Parce que justement, Jessica fait partie des auditeurs qui nous ont demandé de parler de la cuisine sous vide, mais elle a réagi. Donc, vous pouvez aller voir sur notre page, la page Facebook de Parler Cuisine. En dessous de l'article qui présente l'épisode 80, elle a mis un commentaire en disant merci beaucoup déjà. En tout cas, c'est très gentil d'avoir réagi. Et elle précisait qu'elle voulait en savoir un peu plus parce que justement, elle n'utilisait le sous-vide que pour la cuisson. Et elle n'était pas très au courant des autres utilisations qu'on faisait, notamment de la conservation. Moi je connaissais le sous-vide parce que mon père le pratiquait principalement à des fins de conservation, mais apparemment les appareils ménagers qui sont utilisés par le grand public sont utilisés ne sont pas assez puissants. C'est principalement pour la cuisson. Donc le temps de passage dans les sacs est relativement court par rapport aux professionnels. Et je rappelle ce que j'ai expliqué lors de cet épisode-là, d'éviter de conserver en faisant ça soi-même un produit sous vide parce que nous n'avons pas dans la cuisine ménagère l'infrastructure, je dirais la bonne température et surtout les moyens de nous prémunir contre des éventuelles contaminations. Donc le sous-vide n'est pas un moyen de conservation pour la ménagère et je dirais même pour le cuisinier lambda. Le sous-vide est un moyen de conservation uniquement pour les firmes agréées qui ont des moyens de contrôle, qui ont des modes opératoires qui leur permettent de conserver des viandes pendant 2, 3, 4, 5 semaines sous vide. Mais pas pour le professionnel, entre guillemets, normal, et pas pour la ménagère ou l'amateur de cuisine simple. Ne faites jamais de conservation, parce qu'on imagine à tort que quand un produit commence à se déprécier, et ça j'ai rencontré de nombreux cuisiniers professionnels qui étaient dans cette erreur-là, on a du poisson, on a de la viande, on se rend compte qu'on ne la vend pas, donc elle traîne un petit peu comme on dit, il n'y a pas de problème, je vais la mettre sous vide, ça va arrêter l'évolution du produit. Non, le fait de mettre sous vide et de garder à température n'est pas du tout un moyen de conservation. Ce n'est pas de la congélation, ce n'est pas de la surgélation, le sous-vide. C'est simplement de l'emballage. Alors que vous mettiez un produit sous vide quand vous l'achetez et qu'il est parfaitement frais, qu'il est parfaitement sain, que vous emballiez par le sous-vide, que vous mettiez en congélation, c'est une chose. Là, je n'ai rien à y redire. Par contre, que vous mettiez le produit sous vide en espérant que vous allez le garder plus longtemps au frigo et surtout qu'il va rester sain, ça c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire et je tiens surtout à dénoncer cette pratique parce que je ne tiens pas à avoir un jour, des morts sur la conscience et qu'on me dise « mais vous avez raconté qu'on pouvait mettre sous vide et que ça allait conserver ». Non, le sous-vide n'est pas un moyen de conservation, ne l'utilisez qu'en moyen de cuisson. Voilà, c'est redit. Voilà. Ou alors si vous l'utilisez comme moyen de conservation, allez suivre une formation appropriée. Mais même, la formation est une chose, mais quand on met des produits sous vide dans l'industrie, on le fait dans des ambiances où il n'y a que quelques degrés, dans des ateliers où il n'y a que quelques degrés. Alors on le fait dans des cuisines où l'air est filtré, où l'air est purifié. On ne le fait pas dans sa cuisine ménagère où il y a 22 degrés, où il y a des bactéries qui se baladent dans tous les sens, où on travaille sans gants, etc. Donc même chez soi, moi je ne le ferai pas, je vous le dis tout de suite, même chez moi je ne le ferai pas, je ne mettrai pas un produit sous vide pour le conserver à température de réfrigération en disant ben voilà maintenant le produit ne va plus évoluer. Je ne le ferai pas et même si j'ai une formation, je ne le fais pas parce que c'est trop dangereux. Ok. Donc voilà, donc c'était juste pour mentionner, remercier Jessica qui a partagé les photos de ce qu'elle a préparé à l'aide de son appareil sous vide, en tout cas de son équipement. C'est appétissant, ceux qui aiment la viande en tout cas vont trouver cette viande magnifique et c'est un commentaire de l'article qu'on a posé sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas parce que la page Facebook c'est un des moyens de nous contacter. Vous pouvez aussi poser votre question. L'adresse email est toujours la même, question@parlercuisine.com. Et d'ailleurs sur les conseils de Maxime de Belgique, on a créé un compte PayPal dessus. Donc, si vous voulez faire une donation pour nous aider, pour nous soutenir, n'hésitez pas. L'adresse est la même. question@parlercuisine.com. Le site internet, vous l'avez deviné, c'est parlercuisine.com. N'hésitez pas à aller le regarder. À l'heure qu'il est, il devrait être déjà remodelé. Pour ceux qui habitent à Paris ou dans la région parisienne ou dans le coin qui peuvent se déplacer à Paris, qui veulent nous rencontrer, je rappelle qu'on sera au salon MP3 à Paris
L'adresse est mp3@paris.fr. C'est dans le 5e arrondissement. C'est samedi 2 juin 2018 de 10 à 18h. Le salon des sagas MP3 et du podcast. Nous serons là. Nous aurons une table en compagnie d'une 50aine d'autres créateurs de sagas MP3 et de podcasts. C'est la 3e édition. Ils sont très contents de nous recevoir. D'ailleurs, si vous allez sur le site, il faut réserver avant. Il faut réserver votre place, sinon vous ne pourrez pas rentrer. mp3paris.fr. Et puis, si vous êtes dans le coin et que vous ne voulez pas aller voir le salon, envoyez-nous un petit message. On se fera un plaisir de vous retrouver après. Et si vous voulez nous inviter à manger, j'imagine qu'il y a de bonnes maisons de bouche dans le coin. On peut se sustenter, n'est-ce pas, Guy ? Oui, nous ne sommes pas obligés de nous faire inviter par nos très nombreux auditeurs, ce serait un peu cavalier. Par contre, aller boire un verre ensemble et papoter cuisine, il n'y a pas de problème, nous serons à votre disposition, comme nous le sommes chaque fois que nous réalisons un épisode. Voilà, en tout cas, on compte passer la soirée à Paris, et plus si affinité, hein, si vous voulez passer du temps avec nous, c'est samedi soir. J'imagine que samedi soir, les établissements sont ouverts tard. Bien sûr, bien sûr. Voilà, comme du temps où nous étions dans la même ville, Guy et moi, enfin en tout cas dans le même pays, où nous faisions nos soirées qui terminaient aux petites heures du matin. Ah, parfois 7 heures du matin. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des établissements qui étaient... Et en fait, il y avait l'avantage, les endroits où on allait, c'est qu'il y avait moyen de manger 24 heures sur 24. Quand il y a un établissement qui fermait, il y a l'autre qui ouvrait. C'est extraordinaire. Oui, voilà, on pouvait aller d'un endroit à l'autre, exactement. Voilà. Mais c'est le cas à Paris, hein, il y a ce genre d'établissement de toute façon. Super. En tout cas, bon, je te remercie infiniment pour ton temps et toutes tes explications, Guy. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec toi et avec notre auditrice ou notre auditeur. Et à bientôt alors. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.